Alors, bonjour Charlotte Gérard, nous sommes à la fin d'une manifestation contre la casse du Code du travail, dans laquelle il y a eu beaucoup de prises de parole, beaucoup d'intervenants. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'était important aujourd'hui que les citoyens soient au rendez-vous devant la Statue de la République ? Oui, alors je tiens à dire que ce n'était pas une manifestation, c'était un rassemblement, des gens qui s'assemblent et qui entrent finalement en résonance avec les débats internes à l'Assemblée nationale. C'était ça qui était intéressant. On a fait un exercice de représentation concret, vivant, où les députés de la France Insoumise, du groupe de la France Insoumise, sont venus expliquer les arguments qu'ils ont mis en avant pour défendre tel amendement à tel article de la loi d'habilitation pour les ordonnances, ou expliquer tout simplement pourquoi ils s'opposent. De sorte qu'on a eu vraiment un exercice d'explication et donc la possibilité pour les gens qui étaient là assemblés de comprendre ce que leurs représentants fabriquent dans cet hémicycle. Et donc ça, je pense que c'est en soi, c'est vraiment le motif, au-delà même de, on va dire, la cause sociale qui nous amène là, qui est véritablement de faire résistance aux attaques sociales sur les protections des salariés qui sont contenues habituellement dans le Code du travail. Il y avait aussi une performance, qui est la performance de la représentation, et c'est-à-dire de ce lien qui devrait idéalement être constant entre représentants et représentés. Alors justement, tu es en train de nous dire que les droits des salariés étaient attaqués. Pour ceux qui n'étaient pas là, tu viens de dire un mot un petit peu technique, je pense, qui s'appelle loi d'habilitation. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui n'étaient pas là, ce que c'est qu'une loi d'habilitation ? Oui, alors d'abord ce que c'est qu'une ordonnance. Une ordonnance, dans la Constitution de 1958, c'est prévu, c'est à l'article 38 de cette Constitution, c'est un texte qui permet au gouvernement de légiférer, c'est-à-dire de s'exprimer, de faire voter une loi, des mesures qui interviennent dans un domaine qui est normalement du domaine des parlementaire, de la loi. Or là, ce sont un gouvernement, donc le pouvoir exécutif, qui peut lui-même écrire le texte, le faire voter à l'occasion d'une ratification du Parlement. Et ce texte, une fois ratifié et pas véritablement transformé, ce texte-là aura valeur de loi. Et il sera le fait exclusif du pouvoir exécutif. Donc ça, c'est absolument terrible. Alors, ok, il y a des amendements aujourd'hui qui sont débattus par nos députés, mais ils sont débattus pour modifier la loi d'habilitation. Parce que pour que l'ordonnance existe, il faut d'abord que le gouvernement soit autorisé, habilité par le Parlement lui-même à prendre ce texte. Mais donc, ici, les députés ne discutent pas du contenu futur, en réalité, de l'ordonnance, c'est-à-dire ils ne peuvent pas le modifier a priori, mais ils peuvent essayer de jouer sur le périmètre, sur ce que le gouvernement peut toucher. Mais clairement, on sait très bien que les possibilités de faire bifurquer l'ordonnance sont quasi nulles. Voilà. Alors dans les termes techniques qu'on a entendus, qu'on nous a expliqués ici, mais encore une fois, nous, notre but, c'est d'informer ceux qui n'étaient pas là. On nous a parlé de termes toujours très techniques, principe de faveur, accord de branche, accord d'entreprise. Est-ce que rapidement tu pourrais aider les gens ? Je suis désolée, je te demande un petit cours d'éducation populaire, mais le principe de faveur, à quoi on va renoncer, c'est quoi concrètement ? Bon, alors là, tu me demandes, comme n'importe quel journaliste, qui est très mal, de faire en 30 secondes une explication. Tu peux prendre plus de 30 secondes, hein. Y a pas de problème. Ouais, mais qui nécessiterait quand même une explication un petit peu plus détaillée, de fond. Mais globalement, ce qu'on a expliqué ici, et d'ailleurs qui prend plusieurs formes, c'est ce principe de faveur, c'est-à-dire le principe qui favorise a priori l'intérêt des dirigeants d'une entreprise plutôt que celui des salariés. Et que vous avez un système dans lequel on décompense. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en principe, le droit du travail et le code du travail, qui est d'une valeur législative, c'est-à-dire c'est la loi, et joue comme un paratonnerre, un parapluie, une espèce de bulle de protection des salariés vis-à-vis d'un patron auquel ils sont aussi légalement subordonnés. Parce qu'un contrat de travail est un contrat de subordination à un patron. Et donc,
tout le principe du Code du travail et des luttes sociales qui ont introduit des normes de travail protectrices, c'était pour rééquilibrer le rapport de force entre le salarié et le patron. C'était pour protéger celui qui était le plus faible dans la relation contractuelle de travail. Et donc, à partir du moment où on dépouille complètement la loi et même on l'interdit, enfin, on la subordonne en réalité à la négociation et au rapport forcément inégal dans la négociation entre le travailleur ou le salarié et le patron, eh bien, en réalité, on rend très vulnérable et complètement à la merci le salarié. Le salarié devient à la merci du patron qui n'a évidemment pas la capacité de parler d'égal à égal avec son employeur. Donc c'est ça que nous déplorons, c'est cette espèce de renversement de la signification même du droit du travail. Parce que le droit du travail est normalement là pour protéger. Or, il ne joue absolument plus ce rôle puisque le nouveau code du travail qui sera écrit, parce qu'il ne s'agit pas de le casser, ils vont remplacer des normes par d'autres. Et donc, eh bien, les nouvelles normes de travail seront des normes qui, en fait, aggravent le décalage qui existe, le déséquilibre qui existe entre le salarié et l'employeur. Donc ça, c'est... voilà. Alors, merci beaucoup pour cette explication. Alors, une dernière question, je sais que tu es pressé. Simplement, on a bien parlé aujourd'hui de faire le lien entre les députés et la rue, de voir comment nous, on pouvait également agir. Est-ce que tu peux dire aux gens qui n'étaient pas là aujourd'hui quels sont les moyens que le citoyen lambda peut aujourd'hui avoir pour essayer d'aider à notre mesure nos députés et les soutenir? Alors pour les soutenir, moi je pense qu'il y a le relais qu'on peut être dans la société. Et on l'a dit plusieurs fois, c'est-à-dire que les députés ont dit répétez. Maintenant qu'on a expliqué, et si vous êtes d'accord, répétez-le autour de vous. Soyez une espèce de caisse de résonance de ce qui se passe à l'intérieur de l'hémicycle, qui est souvent soit pas expliqué du tout, soit déformé, soit voilà, et pas complètement conforme à ce qui peut se raconter, effectivement, et ce qui peut s'acter. Parce que là, il y a un pouvoir qui s'exerce dans l'Assemblée. Eh bien, il faut que les causes, les arguments échangés soient diffusés, soient disséminés dans la société, pour que les gens réalisent ce qui se passe et qu'ils puissent éventuellement s'impliquer pour refuser, pour critiquer, pour dire c'est pas normal. Et du coup ensuite trouver le chemin des urnes éventuellement, le chemin politique classique. On n'est pas non plus, on n'appelle pas à l'insurrection violente, hein, mais on appelle à ce qu'il y ait une prise de conscience dans le pays et que les gens finalement se sentent à un moment donné concernés et aptes à refuser quelque chose qui leur semblerait injuste. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire ici, c'est que, eh bien, et pour soutenir ces députés, en fait, il faut rendre leurs efforts concrets et faire en sorte que ces efforts trouvent une résonance, une application aussi, une conséquence, un effet dans la société, qui peut passer par la prise de conscience, la création d'une intelligence collective, d'une homogénéisation idéologique aussi, enfin voilà. Donc un devoir d'information et des caravanes insoumises cet été, j'ai cru entendre. Oui, des caravanes insoumises au mois d'août, toujours sur le modèle de celle qu'on avait déjà faite l'année dernière avec, dans la campagne présidentielle, où on s'était dit que ce qui menaçait, c'était évidemment la désimplication, c'était évidemment le désintérêt, etc. Or, il nous semblait très important de maintenir vivante l'attention que l'on porte en particulier aux quartiers populaires, dans lesquels on sait, et on l'a encore vu, l'abstention était phénoménale. Donc, puisque les personnes qui sont les plus fragiles déjà socialement sont les cibles, les victimes premières, et seront les victimes premières des normes, en particulier de travail, ou de non-lutte contre le chômage, parce que quand on autorise à licencier, eh bien, on ne lutte pas contre le chômage. Et ce sont ces personnes-là qui seront directement concernées, vraiment en première ligne. Eh bien, il nous semble d'autant plus important de les sensibiliser à ce qui se passe à l'intérieur de l'hémicycle, donc de continuer à expliquer, de dire que ces personnes ont des droits, et non seulement des droits civiques, c'est-à-dire une possibilité de réplique finalement à ces attaques-là, mais ils ont aussi des droits sociaux
qui sont associés à ces droits civiques. Et ça, c'est extrêmement important dans les caravanes de lier les deux et de dire que le droit de vote, il a une contrepartie qui est le gain de certaines protections, de certains droits qui amènent à être digne, c'est-à-dire pourvu d'un travail, avoir un salaire, avoir un logement, bref, tout ce qui permet d'exister socialement, normalement, quoi. Donc si je résume un petit peu, un devoir d'information, un devoir de présence pour la fille, c'est ça? Et si tu avais toi un dernier message à faire passer à ceux qui vont regarder cette vidéo, tu leur dirais quoi? Attention, là c'est la question piège. Ben oui, mais comme d'habitude, ne lâchez rien. Ben voilà, je crois que ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci Charlotte. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et sinon, c'est à la fin qu'on dit, c'est nous qu'on va.